Bonjour et bienvenue dans Du droit et des mots, le podcast qui vous éclaire sur le droit des affaires. Aujourd'hui, un sujet qui concerne aussi bien les chefs d'entreprise que les particuliers, le contrôle et contentieux fiscal. Pourquoi ce sujet est-il d'actualité ? Parce que l'administration fiscale a profondément fait évoluer ses pratiques ces dernières années, notamment sous l'impulsion de la loi ESSOC de 2018. Des contrôles plus ciblés, des outils numériques plus puissants, un travail important sur l'efficacité des contrôles. Face à cette transformation, comment se préparer ? Quelles sont les bonnes stratégies à adopter ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Coatrieux, avocat associé chez Fidal Avocat à Rouen et spécialiste en droit fiscal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Xavier, est-ce que tu peux commencer par te présenter, par présenter ton parcours, ton rôle au sein du cabinet ? Bonjour Isis, bonjour à tous. Je suis avocat spécialiste en droit fiscal chez Fidal depuis une quinzaine d'années. Mon activité est essentiellement centrée sur l'accompagnement des entreprises et des particuliers. Mon rôle est d'intervenir à la fois en amont sur des sujets de conseil et de conformité, mais également en aval lorsqu'un contrôle ou un contentieux se présente. L'idée, c'est d'anticiper un maximum les risques et de sécuriser les situations fiscales de nos clients dans un environnement juridique en constante évolution. Merci Xavier. Maintenant, nous allons parler de la loi ESSOC. Peux-tu nous expliquer comment cette loi a modifié le fonctionnement, l'approche générale de l'action de l'administration fiscale ? Oui, bien sûr. Je pense que le point important, c'est de repartir de la loi pour un État au service d'une société de confiance, aussi appelée loi ESSOC. Avec cette loi, l'administration fiscale a cherché à évoluer d'une posture qui était essentiellement axée sur le contrôle vers une reconnaissance du droit à l'erreur qui offre aux contribuables une capacité au moins affichée de régulariser sa situation. Malgré tout, c'est vrai que cette approche changée, cette évolution, ce changement de paradigme ne signifie pas spécialement une déresponsabilisation généralisée ou un blanc-seing qui serait donné à la fraude, d'autant plus que chacun sait que nous sommes dans un contexte de tension budgétaire bien connu. D'ailleurs, en 2024, on observe un grand nombre de rappels d'impôts et de pénalités notifiés, un record même pour cette année, de la même manière en recouvrement effectif. L'objectif affiché est de garantir la justice fiscale, qui est un terme très à la mode, mais qui objectivement est recherché par l'administration fiscale, qui modernise d'ailleurs ses méthodes de contrôle. Quel est le levier technique qui permet à l'administration fiscale d'opérer ces changements ? Ces outils sont-ils d'ailleurs efficaces ? Eh bien, maintenant, on sait qu'il fait absolument aucun doute que l'administration fiscale a accès à une donnée qui lui permet de cibler ses contrôles avec soin et de chercher un bon équilibre en matière de rentabilité. L'administration, elle est un petit peu comme tout le monde, elle essaye d'optimiser le travail de ses agents en pointant les dossiers qui sont soit à enjeu, soit à risque, soit les deux. De ce fait, elle s'appuie maintenant sur des outils informatiques avancés comme le data mining, les algorithmes complexes et l'intelligence artificielle. Elle regroupe, elle analyse des données qui sont issues de diverses sources, parfois même directement fournies par le contribuable. Et ce sont ces technologies-là qui permettent d'identifier les dossiers qui sont à risque et à forts enjeux. Ce qui est intéressant de relever, c'est que d'une manière générale, nous, ce qu'on voit, c'est de plus en plus de dossiers à enjeux, à forts enjeux, qui sont contrôlés, y compris sur ceux qu'on a au quotidien en matière de conseil. Et ça, c'est vrai que de notre propre expérience, c'est pas quelque chose qu'on a toujours constaté. Si je prends quelques exemples, quand on regarde les particuliers, bien les outils, ils aident à détecter des situations qui sont très sensibles, notamment en matière de dossiers sur les pactes du trade, sur des valorisations de parts de sociétés civiles immobilières, que ce soit en matière d'IFI ou de droit de mutation à titre gratuit, succession, donation, ou encore en matière de management package. Alors que pour les entreprises, on a plutôt des métadonnées qui sont utilisées pour analyser la taxe foncière et en particulier sur les bâtiments industriels. Il y a un chiffre qui est peu connu aujourd'hui et qui est important de rappeler, c'est que 60% des contrôles fiscaux actuels reposent sur ces outils technologiques. En d'autres termes, c'est bien l'intelligence artificielle qui permet de cibler 60% des contrôles fiscaux. Dans ce cadre-là, on voit bien, en tout cas de notre point de vue, qu'il y a une efficacité redoutable dans le cadre du ciblage des dossiers avec ces nouvelles technologies utilisées par l'administration. Outre cette évolution technologique, il semblerait que les praticiens constatent également une multiplication des demandes d'informations ainsi que de procédures de contrôle plus circonstanciées. Peux-tu nous en dire plus ? Bien sûr, c'est vrai qu'au-delà de cet aspect purement technique, l'administration fiscale, elle intègre dans sa pratique un arsenal juridique qui est de plus en plus puissant, de plus en plus diversifié,
avec des variétés de procédures très ciblées et surtout adaptées en fonction des dossiers. Par exemple, elle peut exiger le dépôt immédiat de déclarations rectificatives et en ayant connaissance du défaut du contribuable sur un sujet bien particulier. Je pense là au défaut de déclaration IFI en lien avec d'autres déclarations qui sont elles-mêmes déposées par le contribuable en matière de revenus fonciers, de gestion de biens immobiliers par exemple. Euh, Elle peut en outre tout à fait procéder à des demandes d'informations auprès de tiers et étayer encore davantage sa donnée qui sert de base à ces rappels d'impôts en allant questionner un certain nombre de personnes, y compris tierces à la procédure du contribuable concerné. Elle peut aussi procéder à des demandes avant même que les déclarations soient enregistrées dans son logiciel en matière d'impôt sur le revenu. Et ça, d'ailleurs, ça pose quelques questions procédurales pour lesquelles on n'a pas encore de réelles réponses sur ce qui va pouvoir en advenir. Et puis, c'est une approche nouvelle qui permet à l'administration de gagner en réactivité, de cerner rapidement les zones à risque, qui renforce ainsi l'efficacité globale du contrôle fiscal. Face à ces pratiques en constante évolution, quelle stratégie le contribuable devrait-il adopter pour gérer au mieux son exposition au contrôle fiscal? Bah, ça, c'est une très bonne question, Isis, pour laquelle j'ai pas de réponse vraiment toute faite. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de recette universelle qui se dégage dans le cadre du contrôle et du contentieux fiscal. Chaque dossier est unique. Si on essaye de se poser 5 minutes, on peut quand même essayer de voir et de se dire qu'il y a deux grands principes qui se dégagent. Peut-être dans un premier temps, se dire que l'anticipation et la maîtrise de la donnée en amont sont un de ces deux grands principes. Sur ce sujet-là, moi j'ai l'habitude de parler en disant que c'est un peu comme de la médecine chinoise, qui aime bien ne pas avoir à guérir leurs patients, mais plutôt de faire en sorte qu'ils soient constamment en bonne santé. Et bien là, c'est un peu la même logique en matière de fiscalité. L'idée, c'est de travailler en temps utile et de faire de ce qui est souvent mal perçu, à savoir la compliance, une réelle force. À partir du moment où l'administration elle se fonde au moins en partie sur des données qu'on donne directement à l'administration fiscale, eh bien maîtriser la donnée qu'on donne à l'administration fiscale, c'est déjà un premier pas vers une bonne stratégie. Là, on peut notamment parler de la piste d'audit fiable ou d'examen de conformité fiscale, qui sont eh bien, deux éléments qui sont souvent perçus par les entreprises comme de la compliance, qui sont des freins dans le cadre de leur développement, mais en réalité, c'est quelque chose qui est très important pour prévenir le contrôle fiscal et parfois même adapter ses process de manière positive. Au-delà de ces éléments-là, il me semble également indispensable de maîtriser le labyrinthe de normes qui existe et de se focaliser sur le respect scrupuleux de celles-ci. Après, il ne s'agit pas non plus d'être castrateur et de ne pas bénéficier d'éventuels effets optimisants pour le contribuable, mais bien d'intégrer la dimension qui est prise par le contrôle et les effets induits qu'il peut représenter, en ce compris en matière de conseil. Évidemment, les situations où on arrive à anticiper et à éviter d'être malade eh bien, ne sont pas toujours légion, et donc on a également une deuxième modalité qui est d'avoir le réflexe de se faire accompagner. Un deuxième grand principe qui est de se faire accompagner pendant le contrôle. C'est pas parce qu'on a réussi à anticiper les choses en amont que les contrôles fiscaux ne vont pas intervenir, en particulier si les enjeux sont importants, et on le constate. Comme je l'ai dit avant, on constate bien que des dossiers que l'on a en conseil se retrouvent en contrôle et potentiellement en contentieux. De ce côté-là, ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut que le contribuable, dès les premiers signes d'un contrôle, s'entoure d'un avocat fiscaliste, idéalement dès la première demande ou la première intervention de l'administration fiscale. En effet, à partir du moment où la norme est maîtrisée tant sur un aspect procédural que sur le fond, eh bien, l'avocat fiscaliste il sera là pour aider à définir une ligne de défense, qu'elle soit orientée vers la coopération, la contestation ou une approche mixte en fonction des circonstances. Dialoguer avec l'administration, c'est un véritable savoir-faire et ça, il convient de le mesurer. Il n'y a aucune place à l'improvisation possible et on le constate de plus en plus. Donc on comprend assez aisément qu'un intervenant extérieur sera plus que nécessaire pour trouver un bon équilibre dans la gestion du contrôle et que la défense des intérêts financiers des contribuables, d'autant plus dans le contexte que j'ai rappelé avant, et au regard des nouvelles pratiques de l'administration fiscale telles qu'on les a décrites. Finalement, si j'essaye de résumer, l'idée c'est d'adopter une stratégie proactive, personnalisée, qui s'ajuste en fonction du dossier, au regard d'objectifs spécifiques de l'administration et du contribuable, et ça le plus tôt possible, de manière à privilégier un positionnement à la fois technique et adapté. C'est ce positionnement qui permettra également
et le cas échéant, mais sans forcément le vouloir, de préparer de la meilleure manière possible un éventuel contentieux devant le juge. Merci Xavier de nous avoir partagé ces informations. Ce que l'on retient, c'est que l'administration fiscale est en pleine transformation, plus technologique, plus réactive, plus précise. Dans ce contexte devenu plus technique et complexe, les contribuables doivent repenser leur gestion du risque fiscal et adopter une approche plus rigoureuse et stratégique. Mieux vaut donc s'appuyer sur des conseils d'experts pour anticiper les contrôles, sécuriser ses positions et instaurer un dialogue constructif avec l'administration. Si vous souhaitez en savoir plus, vous retrouverez les coordonnées de Xavier en description de cet épisode. Et si vous avez trouvé cet épisode utile, n'hésitez pas à le partager, à le relayer autour de vous et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. À bientôt dans Du droit et des mots.